Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier et troisième temps de notre live exceptionnel structuré autour du bilan des 1 an d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Macron prise au mot, le décryptage, c'est le titre de cette troisième partie. Nous allons donc revenir avec 6 invités et ES sur la prestation d'Emmanuel Macron. On garde celle d'Edoui pour la conférence de rédaction demain matin, mais je profite du fait que même le président de la République a estimé qu'on avait assisté là à un moment de journalisme inédit pour vous rappeler notre offre exceptionnelle de 3 mois pour 10 €. On discute donc avec 6 invités de ce qu'on a entendu là ce soir et on commence avec Sophie Binet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CGT Cadre et vous êtes avec Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, porte-parole de l'association Intact qui vient de signer un livre intitulé L'imposture Macron. Vous venez toutes les deux de regarder avec nous dans les locaux du Passage Brûlon cet entretien mené par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel avec le président de la République et vous avez choisi de réagir à différents extraits. On regarde le premier qui portait sur la réforme de la SNCF. Chaque année, la SNCF, elle perd 1,5 milliard parce qu'elle n'est pas suffisamment efficace. Et parce qu'il y a un statut. Non mais, qu'est-ce que c'est le statut aujourd'hui? Et encore une fois, il ne s'agit pas ici de stigmatiser les cheminots. J'ai déjà dit, les cheminots, ce n'est pas eux qui ont défini le statut. C'est l'histoire à travers le temps. Mais on est face à des règles d'organisation où il n'y a pas de polyvalence, quasiment. Il y a des règles de temps de travail qui ne sont pas conformes au reste de la société, pour le personnel roulant en particulier. Il y a des règles d'avancement de gestion de carrière qui sont beaucoup plus avantageuses que partout, y compris dans la fonction publique. Il y a des règles de maintien dans l'entreprise, y compris parfois quand on a fait des fautes importantes, qui sont plus contraignantes que dans la fonction publique. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est en tout cas largement plus de 700 millions d'euros par an qu'on peut obtenir. Moi je voudrais revenir... Le plus important, parce que moi je crois dans le dialogue social au bon niveau, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que la loi, elle sera votée en première lecture à l'Assemblée, je crois, mardi. Elle aura sa vie parlementaire, elle rentrera ensuite en vigueur. Il y aura ensuite un temps de dialogue dans l'entreprise. Les syndicats, les partenaires sociaux, auront à négocier une convention. Ils auront à définir les règles. Et ils auront à inventer le système de demain. Et nous aurons en responsabilité... Vous pensez que la grève va s'arrêter, qu'elle ne va pas continuer? Elle ne fait pas de pari, mais je dis simplement que cette réforme, elle est indispensable si nous voulons... Elle doit s'arrêter? Est-ce qu'elle doit s'arrêter? Je ne suis pas là pour donner des instructions. La grève, c'est un droit dans notre pays. Mais bien sûr, et donc c'est pour ça que je ne suis pas en train de vous dire... Compte tenu de ce que vous venez d'annoncer, doit-elle s'arrêter? Chacun prendra ses responsabilités là où il est. Ma responsabilité, c'est de regarder en face la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que je peux faire l'économie de cette réforme? Non. C'est Karine qui reprend. Sophie Binet, comment vous voyez cette conception qui est évoquée là dans cet extrait, cette conception du dialogue social où on discute après avoir fait passer la loi, puisqu'en fait il a dit comme ça en termes assez clairs, et le rebond qui est en fait un autre extrait qui est à voir, où finalement Emmanuel Macron lie très explicitement la reprise de la dette en échange de la modernisation du statut. Sur ces deux aspects, comment vous réagissez ? On est là effectivement au cœur de la méthode Macron qui nous présente la réforme de la SNCF comme inéluctable. Il se rapproche de Margaret Thatcher, on se souvient du « there is no alternative ». Il oublie de nous dire 3 choses. La première, c'est qu'il ne nous explique toujours pas pourquoi cette réforme est inéluctable. Moi, j'ai toujours pas compris. La deuxième chose, c'est qu'il oublie de dire que les organisations syndicales, et notamment la CGT des cheminots, ont fait des propositions alternatives. Pire, il dit que le dialogue avec les organisations syndicales doit se faire dans les lieux pour, c'est-à-dire dans l'entreprise, avec une sorte ça rappelle un peu Chirac contre Sarkozy en 2010 ou 2011 ou en 2007 sur je décide, ils exécutent. Il fait un peu la même chose sur les organisations syndicales. Et puis enfin, Emmanuel Macron, avec sa réforme, il répond à aucune des questions qui sont posées à l'entreprise, notamment à la question de la dette. Il y répond toujours pas. Pire, il fait une forme de chantage sur vous abandonnez le statut et en échange, on discutera peut-être de la dette, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et puis, il ment sur la structure de la dette, puisqu'il fait comme si il y a la moitié de la dette qui serait liée à un problème de compétitivité de l'entreprise du fait du statut, alors qu'on sait que mettre fin au statut ne rapporterait pas, voire coûterait à l'entreprise
l'entreprise parce qu'il y aurait des problèmes d'attractivité du statut. Et c'est d'ailleurs justement le fait que Emmanuel Macron ne réponde pas aux problématiques d'avenir de la SNCF et du service public ferroviaire, c'est ce qui explique que les salariés soient aussi nombreux à se mobiliser, et notamment les cadres, ce qui est une nouveauté, parce qu'ils voient bien que sur les questions d'avenir, par exemple sur les questions d'investissement, Emmanuel Macron a fait un petit parallèle rapide avec l'Allemagne. Il n'a pas dit que la France investissait 3 fois moins que l'Allemagne, notamment sur les lignes régionales. Et c'est justement là où est la différence avec l'Allemagne. Il ne règle pas le problème de la dette, donc ça veut dire pas d'avenir pour l'entreprise. Et puis enfin, il nous explique que sa réforme, c'est une entreprise unifiée, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Sauf qu'il n'y a pas besoin pour unifier une entreprise de passer d'un statut d'entreprise publique à un statut de société anonyme. Il peut très bien, on a toujours dénoncé le fait que la SNCF soit divisée en 3 EPIC. Lui, il fait la même chose, il va diviser la SNCF en 3 sociétés anonymes. Donc il ne va pas du tout unifier la SNCF. Par contre, on bascule en société anonyme, ce qui a toujours été la première étape des privatisations de toutes les grandes entreprises publiques, qu'on parle d'Aéroports de Paris, qu'on parle d'Engie ou qu'on parle de France Télécom, qui est maintenant devenue Orange. C'est aussi ce qui a été fait avec le fret. D'ailleurs, il a convenu dans l'entretien que ça n'avait pas fonctionné et que les résultats étaient catastrophiques. Alors, il n'a pas formulé comme ça, mais il a effectivement laissé entendre que les résultats n'étaient pas positif sur le fret. C'est là ce qui est complètement contradictoire, c'est que on nous présente la réforme comme étant inéluctable, on nous présente la concurrence comme étant la réponse à tous les maux qui, comme par magie, là, on a l'impression qu'il y a une pensée magique sur la concurrence qui répondrait à tous les problèmes, alors que, et c'est bien pour ça que les salariés et notamment les cadres se mobilisent autant, nous avons maintenant le recul pour savoir que la concurrence ne règle pas ces problèmes, parce que effectivement le fret ça a été une catastrophe avec une division par 3 du nombre de cheminots au fret et une division par 2 du transport de marchandises global par le fret au détriment de la route. Il a regretté de ne pas avoir parlé d'environnement. On regrette qu'il n'ait pas parlé d'environnement au moment de la réforme de la SNCF. Ça aurait été intéressant, justement pour répondre une des questions clés à laquelle le gouvernement ne répond pas, c'est pourquoi est-ce que pour trouver un avenir au ferroviaire, il ne rééquilibre pas le financement public du routier vers le ferroviaire, ce que nous proposons depuis des années et ce que le gouvernement ne fait pas. Et c'est ça qui permettrait de donner un avenir à l'entreprise publique et au système public ferroviaire. Dans les discussions qui ont eu lieu avec l'État, est-ce que les organisations syndicales ont eu l'occasion de faire entendre leurs propositions et quel écho, quelle réponse leur a été faite ? En fait, ce qui se passe sur la SNCF, c'est à peu près exactement la même méthode que sur les ordonnances travail ou les autres concertations qui sont présentées par le gouvernement. C'est-à-dire que les organisations syndicales présentent leurs propositions, il n'y a pas de problème. Par contre, on n'a aucune réponse dessus et le gouvernement ne dévoile rien de ses intentions avec une forme de débat public qui est volée. Puisque le gouvernement ne dévoile pas ces réformes ou les dévoile le plus tard possible et par petites touches, ce qui empêche d'avoir une discussion avec les organisations syndicales, ce qui empêche d'avoir une discussion avec les parlementaires, puisqu'on réforme par ordonnance et on donne très peu d'informations, parce que dans le projet de loi qui va être voté, soumis au vote mardi de l'Assemblée nationale, il y a très peu d'éléments, et le gouvernement a la main tout seul pour mettre des éléments progressivement qui ne sont pas débattus avec les citoyennes et les citoyens, qui sont pourtant extrêmement attachés à la question du service public ferroviaire et de leurs moyens de transport quotidiens. On a un débat public qui est escamoté et finalement la méthode Macron sur toutes les concertations qui ont été conduites depuis 1 an, c'est comment escamoter un maximum le débat en donnant le moins d'informations possible, le plus tard possible et avec un certain nombre de contre-vérités. Là par exemple, on a eu une contre-vérité flagrante sur le statut des cheminots puisque d'un côté le gouvernement nous dit le statut sera maintenu, de l'autre côté il nous dit dans la même interview je mettrai fin aux régimes spéciaux et donc je mettrai fin au régime spécial des cheminots. Bon, ça, c'est quand même un élément clé du statut. Et puis, toujours sur la question du statut, il nous dit que le statut ne s'appliquera pas plus aux nouveaux embauchés. Donc, ça veut dire qu'il n'aura pas d'avenir. Et puis, on n'a toujours aucune réponse sur la question de la mobilité des cheminots, sur les changements d'employeurs. Qu'est-ce qu'il adviendra si les cheminots ne sont pas volontaires pour passer, par exemple, à la concurrence avec les conditions qui leur seront imposées? Il n'y a toujours aucune réponse qui a été donnée dans les concertations sur ces questions-là. Alors on regarde un deuxième extrait que vous avez sélectionné. Vous parliez de la manière d'escamoter le débat. Il y a une autre question importante, c'est le choix des mots. On parle de choix fiscaux ou de cadeaux fiscaux. La taxe de 30% sur justement les revenus financiers, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des mesures que j'assume totalement devant vous. Et ces mécontentements ont des racines profondément différentes. Oui, les uns sont liés à des décisions prises.
Les autres sont liés à un mal-être qui préexistait à mon élection. Et donc vouloir faire masse, c'est en quelque sorte présenter tout cela comme relevant d'une cohérence que je conteste. Entendre mais je vais vous répondre si vous m'y autorisez. Alors. Mais je dis juste que je conteste l'orientation de votre question qui viserait à avoir une logique ou à vouloir créer une coagulation dans ces mécontentements. Il n'y en a pas tant que cela. Et le mécontentement des cheminots a peu à voir avec le mal-être profondément légitime qui est à l'hôpital et qui dure depuis des années, et avec chacune. Et je vais revenir, si vous le souhaitez. Essayez de les monter les uns non, pas du contre tout. les autres. Non, pas du tout. Au lieu de Emmanuel Macron. Non, mais je vais répondre très précisément, mais il importe. Parce que nous allons revenir sur toutes les questions sociales, évidemment, économiques. Quand une question est posée, oui. il est légitime Oui. d'abord d'y répondre, mais aussi de souligner quand elle est posée de manière biaisée, ce qui était le cas. Non. Ensuite, vous avez vous-même dans votre question apporté la réponse. J'ai parlé de unir il y a quelques jours, mais vous l'avez dit vous-même. Dès le jour de mon investiture, j'ai parlé de réconcilier le pays. Donc c'est pas une nouveauté vous l'aviez perdu ou une en invention du un moment, an. Mais je ne l'ai pas perdu. Pour l'instant, vous ne l'avez pas réconcilié. Une certaine, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Oui. Et mais il vous y a, n'avez pas réconcilié. mais bien évidemment. Mais moi j'entends toutes les colères. Nous faisons le bilan. J'entends toutes les colères. Mais il y a des colères qui sont légitimes, qui correspondent à des réformes. Et il y a menées par des inquiétudes. Attendez, je réponds à la question de M. Plenel. Il y a des colères légitimes, elles correspondent à des réformes en cours. Vous parlez des cheminots, on peut y revenir dans le détail. On y reviendra. C'est une colère que je comprends, que je respecte, mais qui est liée à une décision que nous prenons, que j'assume, et une réforme que nous mènerons jusqu'à son terme. Vous parlez de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, il y a une décision qui a prise, qui n'était pas mon inclination initiale. Vous me parlez d'une colère aujourd'hui, mais la colère de qui? Des gens qui, depuis des années, bloquaient un endroit où on devait construire un aéroport qu'on ne construit pas, et qui aujourd'hui viennent continuer à protester. Je considère que celle-là, elle n'est pas légitime de colère. Bien. Et donc, elle n'a rien à voir avec celle des cheminots. Elle est liée à une décision, oui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment plus l'ordre républicain. Moi, je considère qu'il est juste et qu'il protège nos concitoyens les plus modestes. Vous me parlez du mécontentement des personnels soignants, dans les EHPAD ou dans l'hôpital. Je réponds très précisément à votre point. Ce mécontentement, il n'est pas lié à une décision, quelle qu'elle soit, du gouvernement. Il est lié à une situation qui s'est installée depuis des années, une très grande difficulté, à laquelle nous allons répondre, par des réformes à venir sur lesquelles je peux revenir. Alors on voit différentes choses dans cet extrait, mais l'un des éléments qui me paraît les plus intéressants, c'est la manière dont il dresse les catégories sociales les unes contre les autres. Alors il parle de la colère des cheminots et des salariés de Carrefour. Alors je ne sais pas si c'était dans cet extrait-là exactement, mais des salariés licenciés qui sont des colères légitimes. En revanche, de l'autre côté, il y a les professionnels du désordre qui occupent les universités, les zadistes aussi qui sont du côté du désordre. Comment vous voyez cette vision de la société où finalement les uns et les autres les uns sont dressés contre les autres? Déjà, ce qu'il tente ici, c'est de nous faire tomber dans le piège de la division des mobilisations. Donc, il a une politique du choc, une politique éclair en un an. Il a mené énormément d'attaques sociales et contre les mouvements. Et donc il essaye évidemment de diviser tous les fronts. Et je crois qu'à ça, justement, il faut vraiment y répondre par la convergence des mobilisations et bien comprendre, au contraire de ce qu'il dit, que toutes ces luttes sur les universités, les hôpitaux, sur la ZAD, en fait, elles procèdent d'un même mouvement, c'est-à-dire le rejet des politiques de Macron, le soutien, le développement de la socialisation, du partage des richesses, et puis aussi porter une transition écologique et sociale. Donc je crois qu'il y a, au contraire, il y a vraiment une base solide qui unifie ces mouvements. Et donc évidemment, là, il espère qu'il n'y ait pas cette convergence. L'argument, Aurélie Trouvé, qu'il donne de la différence entre des colères ou des mécontentements qui sont là depuis longtemps et les réactions à ces réformes, vous y croyez ? Non, en tout cas, je rejette absolument ce qu'il dit. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que voilà, il y a vraiment un fond commun de rejet de la politique néolibérale et de cette politique qui vise à privatiser au service des premiers de cordée et qui est complètement contraire à la transition écologique et sociale. Et je voudrais quand même faire un point sur parce qu'il a quand même mené une charge là contre les zadistes et la ZAD. D'abord, il faut rappeler qu'actuellement est utilisée une méthode extrêmement violente contre les zadistes, avec des forces complètement disproportionnées contre les zadistes, mais aussi au fond ce qui l'embête. Pourquoi le gouvernement mène cette charge contre la ZAD ? Mais parce que la ZAD, c'est justement la construction de projets de société qui sont complètement contradictoires avec ce que lui, il porte. Et ça, évidemment, ça embête ce gouvernement qu'aujourd'hui, il y ait à cet endroit des projets de développement durable
et réellement durable qui se construisent, et puis aussi parce que dans la ZAD, se sont construits des mouvements de solidarité et de convergence des luttes. Et c'est justement ça qu'il craint. Et puis dernier point, parce qu'il n'a absolument pas parlé, et c'est quand même hallucinant, pendant 2h30 de débat, il n'a pas prononcé le mot environnement, écologie ou climat, que ce soit sur la réforme de la SNCF ou à propos de la ZAD. À aucun moment il n'a rappelé quand même que cette lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était pour la transition écologique et climatique. Et je voudrais, enfin moi je trouve que c'est quand même saisissant parce que finalement son greenwashing, son make our planet great again, finalement il essaye même plus de le porter. Hein, et je crois que c'est à l'image, il faut bien voir que c'est absolument pas un président vert. Et là il le montre vraiment quoi. Enfin je rappellerai juste, hein, c'est un mouvement de recul sur les perturbateurs endocriniens. Il parle de l'agriculture, la transition de l'agriculture, ça me fait bien rire puisque au contraire ils ont supprimé des financements au maintien en agriculture biologique cette année, c'est un recul sur le nucléaire, et c'est par exemple, on n'en a pas parlé pendant le débat, c'est aussi un accord, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, avec un groupe d'experts qui avait été nommé par le gouvernement et qui dit lui-même, ce groupe d'experts, que cet accord Union européenne-Canada va remettre, et en fait manque totalement d'ambition gouvernementale et même sur le climat une menace. Et on a pourtant un président qui soutient fortement cet accord-là. Il est revenu sur cette expression de président des riches en l'assumant en fait complètement, comme si effectivement il y avait une catégorie de Français qui vivraient hors du cadre républicain. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce genre de propos? Alors, il l'assume, ouais, effectivement, il l'assume, plus ou moins. Mais donc il fait quand même un cadeau de 7 milliards d'euros par an aux très riches, en fait, pas aux riches, aux très très riches, hein, par le biais de l'ISF, de la dénaturation de l'ISF, par le biais du plafonnement des revenus financiers et autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, moi, je suis pas dans la théorie du ruissellement. Mais en fait, ce qu'il nous explique pendant le débat, c'est exactement la théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'il va avantager les plus riches en espérant que ça bénéficie au reste de la société. Et il y a un point, je trouve, qui est intéressant aussi, c'est qu'il souligne la question des investissements productifs. Ça va être pour que, en gros, les riches et ceux qui détiennent le capital financier investissent mieux. Mais en fait, il n'apporte pas de réponse aux trois problèmes de l'investissement productif. Un, la demande. Au contraire, avec ses politiques d'austérité, il faut quand même rappeler qu'il a prévu moins 60 milliards de dépenses publiques sur 5 ans. Il va au contraire déprimer la demande. Deux, il ne règle pas le problème dans les entreprises du fait que les bénéfices aillent de plus en plus vers les dividendes des actionnaires. Et puis 3, il ne règle pas le problème des investissements de long terme, donc aucune proposition, par exemple, sur une banque publique d'investissement et sur des plans d'investissement public pour la transition écologique et sociale. Sophie Binet, pour revenir à cette question de la possible convergence des luttes ou alors coagulation, on emploie aujourd'hui ce genre de terme, est-ce que le fait que les zadistes, les cheminots, les personnels des EHPAD puissent au fond, on voit ce qu'il y a de commun dans leur combat, c'est-à-dire un refus de l'individualisation, d'une approche purement économiciste. Mais est-ce que le fait de partager des combats pour un monde qui serait proche, ça suffit à faire converger justement les luttes ? Converger les luttes, c'est un grand mot qui est très employé, parfois à tort, avec un certain nombre de significations différentes. L'enjeu, d'abord, pour faire converger des luttes, c'est qu'il y ait des luttes dans un maximum de secteurs, sur des revendications qui sont à chaque fois propres. Et là, ce qui met en difficulté le président Macron, c'est que à chaque fois, ces mobilisations, elles partent de celles et ceux qui travaillent. Donc pour quelqu'un qui dit qu'il veut remettre la France au travail, c'est quand même un problème que la contestation de cette politique, elle parte justement de celles et ceux qui travaillent, notamment, encore une fois, des cadres, notamment des retraités qui protestent sur le fait d'avoir travaillé toute leur vie et d'avoir une retraite qui soit trop faible. Donc c'est quand même le cœur de son électorat qui aujourd'hui est mobilisé pour dénoncer quoi ? Le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance de ce travail parce que les salaires sont trop faibles. Et là, on voit le deuxième point commun, finalement, qui est créé par Macron dans ces luttes, c'est qu'il fait une distinction entre des luttes qui seraient légitimes ou des luttes qui ne seraient pas. En tout cas, le point commun, c'est qu'il ne répond à aucune.
c'est qu'il ne répond à aucune et que face à aucune d'entre elles, il n'assume les conséquences de sa politique. Parce que toutes ces luttes, elles ont été créées et générées par les conséquences de sa politique avec 7 ou 10 milliards d'euros, ça dépend comment on compte, de cadeaux pour les plus riches et les entreprises qui sont payés par les salariés, les fonctionnaires, les retraités. Et donc, il assume pas parce qu'il oublie de dire que son gouvernement, soi-disant qui veut remettre la France au travail, a décidé de geler le SMIC et a failli même le dévaloriser, qu'avec sa réforme du Code du travail par ordonnance, ça permet d'installer l'austérité salariale dans les entreprises, ça permet de faciliter les licenciements. Sur Carrefour, grand silence, il dit... Je ne peux pas tout faire, oui c'est injuste, mais on peut rien faire. Je suis désolée, c'est Emmanuel Macron qui a libéralisé les licenciements et qui a facilité, encore une fois, les plans sociaux d'entreprises bénéficiaires. Et là, on voit bien un écart avec la moitié des bénéfices qui sont distribués en dividendes, rien pour les salariés. Et puis enfin, il n'assume pas parce que sur la question de la mobilisation des professionnels de santé, dans les hôpitaux ou dans les EHPAD, il met tout sur le dos de son prédécesseur. Bon, déjà, il était quand même dans l'équipe du prédécesseur, mais surtout, il y a des choix que son gouvernement a fait, puisque la mobilisation des EHPAD a été déclenchée en août par la publication d'un décret par ce gouvernement qui entraînait 200 millions d'euros d'économies pour les EHPAD, et puis que dans les hôpitaux, dans le budget de 2018, il y a 1,6 milliard de moins d'euros pour les hôpitaux publics, et dans le même temps, il nous explique qu'il va augmenter le budget des hôpitaux. Bon, il y a une vraie contradiction de ce point de vue-là, et donc il voulait montrer l'exemple et l'image d'un président qui assume, qui fait face, qui ira jusqu'au bout, etc. Bizarrement sur ces questions-là, il n'assume rien du tout. Et qu'est-ce que vous lui répondez quand il dit que malgré les contestations qu'on voit actuellement, le pouvoir d'achat en moyenne des Français augmente ? Bah, c'est faux. C'est pas du tout ce qui est vécu dans les entreprises où on a des contestations importantes de l'austérité salariale, puisque effectivement on nous dit partout que la croissance elle revient, sauf qu'elle revient pour les dividendes, mais par contre pour les salaires ou pour les créations d'emplois stables, on n'en voit pas la couleur sur le terrain dans les boîtes. Nous, on a fait au niveau de la CGT des cadres, on fait un sondage annuel pour demander aux cadres et aux techniciens ce qu'ils pensent de leur travail et ce qu'ils pensent du contexte. Le mécontentement salarial, il n'a jamais été aussi élevé chez les cadres, puisqu'il y en a près de 70% qui considèrent que leur salaire est en décalage avec leur qualification, leur temps de travail, leur investissement, et notamment dans la fonction publique, puisque, encore une fois, ce qu'Emmanuel Macron a oublié de dire, c'est que c'était lui qui avait décidé du gel des salaires dans la fonction publique. Donc quand on les gèle, ça veut dire qu'en pouvoir d'achat, ça baisse en fait. Et donc la fonction publique, c'est aussi le secteur de la santé, et que la fonction publique française, elle est caractérisée par des cadres et des professions intermédiaires qui sont parmi les moins bien payés de tous les pays d'OCDE. Donc quand on nous dit qu'on veut retenir les talents, les cerveaux, les richesses en France, il faudrait peut-être commencer par retenir les talents en France en payant à la hauteur les fonctionnaires de catégorie A et B qui sont scandaleusement sous-payés en France. Aurélie Trouvé, pour conclure. Oui, juste pour conclure, dire aussi que cette perte de pouvoir d'achat, ou en tout cas de niveau de vie, va passer aussi par une dégradation massive des services publics, parce qu'il a vraiment une attaque frontale contre les services publics. Il faut bien voir que son bouclage budgétaire, c'est aussi moins 120 000 emplois publics au cours des 5 ans. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques, dont les collectivités locales. Donc ça veut dire aussi les services publics de crèches, de bibliothèques, de centres de loisirs, etc., qui sont clairement menacés par ces baisses. Et pour finir là-dessus, il n'est pas ce fameux argent magique là. Quand il nous dit, il l'a pas répété, mais il l'a dit il y a pas longtemps, le fameux, il n'y a pas d'argent magique. Je voudrais finir là-dessus sur la fraude fiscale, parce qu'il nous a fait tout un couplet sur la fraude fiscale. Il remet pas en cause le verrou de Bercy, c'est un énorme problème. Ça veut dire qu'on s'attaquera pas aux plus gros fraudeurs, parce qu'au contraire, la nouvelle loi, elle fait passer, elle veut faire passer des négociations possibles davantage avec justement les plus gros fraudeurs. Et puis surtout au niveau européen, en fait, il a proposé un truc sur les GAFA, sur les grandes sociétés du numérique, pour une imposition à 3%, ce qui est une manière de laisser tomber le fait qu'on leur fasse payer leur juste part d'impôts. Et par contre, il ne reprend pas la proposition de la Commission européenne, qui est une taxe unitaire des multinationales. Et au lieu de reprendre cette proposition qui est vraiment juste, même si elle a quelques limites, eh bien, il nous propose cette taxation sur les GAFA pour en fait enterrer l'affaire.
Sophie Binet, vraiment d'un mot, parce que je comprends que vous avez regardé pendant 2h30 cet entretien et que du coup ces quelques minutes de débriefing sont courtes, mais on doit passer au reste du débriefing. Il nous parle de LuxLeaks et il oublie de dire qu'il est en train de faire adopter en France une loi sur le secret des affaires qui fera que demain, de nouveaux LuxLeaks seront peut-être impossibles. Donc j'appelle tous les téléspectateurs de Mediapart à signer la pétition stopsecretdaffaires.org. Merci infiniment à toutes les deux. Puisque l'entretien avec Emmanuel Macron s'est conclu sur des questions footballistiques, nous, on continue de refaire le match en s'intéressant notamment à ce qu'il a dit sur la Syrie. Nous allons accueillir à vos places Garance Lequen, qui est journaliste indépendante, qui a travaillé sur la machine de mort syrienne, et Vanessa Kodachoni, qui est maîtresse de conférence à l'université Paris 8. Et on regarde avant cela un nouvel extrait de l'entretien d'Emmanuel Macron consacré justement aux frappes qui sont intervenues en Syrie. Je veux le dire à nos concitoyens. Dans le cadre strict, justement, de cette légitimité internationale. 2, sans déclarer la guerre au régime de Bachar el-Assad. Nous avons frappé de manière extrêmement précise des sites d'utilisation d'armes chimiques, contraires à tout le droit international, en particulier leur utilisation conformément à nos engagements. Et 3, nous n'avons eu aucun dommage collatéraux à l'égard des Russes. Maintenant, tout cela s'inscrit dans quel cadre ? Une démarche qui est prioritairement la lutte contre Daesh. Alors, j'ai une question. Ce cadre, ce travail international et humanitaire, et ensuite la nécessité de construire une solution politique. Alors, j'allais vous poser... Alors, concernant l'intervention en Syrie, Garance Lequen, Emmanuel Macron se couvre derrière la communauté internationale alors qu'il n'a pas eu de mandat de l'ONU pour intervenir. Enfin, lui, pas plus que les États-Unis et la Grande-Bretagne. Comment peut-il s'y prendre ? Alors, sur les frappes, j'ai envie de dire qu'il faut le suivre. Enfin, il a quand même une légitimité. Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques. C'est interdit par les conventions internationales. Donc, il frappe les centres de production ou de recherche sur les armes chimiques n'est pas choquant. Obama ne l'a pas fait en 2013. On lui a reproché. On lui a reproché. Ça a laissé un énorme vide stratégique dans lequel s'est engouffrée la Russie. Donc il fallait que Emmanuel Macron frappe, que la France frappe. Mais il y a 2 choses dont il n'a pas parlé. C'est l'avenir de Bachar el-Assad et c'est la protection des civils. Frapper des centres de production d'armes chimiques, c'est très bien. Mais les attaques chimiques font finalement beaucoup moins de morts que les bombardements contre les civils, que les arrestations forcées, les tortures et les morts au sein des prisons du régime. Donc en fait, là, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt avec ces attaques chimiques. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'émotions, on est contre les conventions internationales, donc on réagit. Mais en fait, qu'a-t-on fait depuis 7 ans ? On est à plus de 350 000 morts, il y a eu plus de 110 000 arrestations. Il y a des dizaines de milliers de gens qui ont disparu dans les centres de détention du régime. Et ça, finalement, on ne bouge pas. Vous diriez trop tard et trop peu, d'une certaine manière ? Il n'est jamais trop tard. C'est très tard et trop peu. Donc il faut aller au-delà, il faut absolument protéger les civils, il faut demander et insister pour avoir des couloirs humanitaires. À un moment, il était question d'une no-fly zone, on n'en parle plus du tout. Les bombardements de civils, ce sont des crimes de guerre. Les arrestations forcées, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires, les tortures, ce sont des crimes contre l'humanité. On n'en parle pas. Il faudra bien un jour juger les criminels et il faudra surtout dire qui sont les criminels et qui sont les victimes. Alors à un moment, il a dit participer à la préparation du départ de Bachar el-Assad. Pour la suite, est-ce que c'est crédible ? Alors, le départ, aujourd'hui, comme ça, évidemment, c'est impossible. Mais ce qui n'est pas possible non plus, c'est de négocier avec un criminel. Il est évident que le rapport de force aujourd'hui fait que Bachar el-Assad est au pouvoir, qu'il va falloir négocier avec le régime, parce qu'il faut bien négocier avec quelqu'un, mais il ne peut pas faire partie de la solution politique à moyen terme. Il est quand même à la tête d'une chaîne de commandement. Le régime est très très bien structuré. On connaît exactement le fonctionnement des services de renseignement. On sait qui dirige quel centre de détention. On connaît la chaîne de commandement. Les procureurs en Europe, les avocats qui travaillent sur ces dossiers-là connaissent très bien la chaîne de commandement. Et Bachar el-Assad est à la tête. La guerre en Syrie, depuis son déclenchement, c'est environ 350 000 morts. Pour la plupart,
Bon, il n'y a pas eu besoin d'armes chimiques pour les tuer. Est-ce que quand même ces frappes-là peuvent pour vous enrayer à minima la machine de mort syrienne que vous aviez décrite dans votre livre Opération César? Absolument pas. Ça ne changera rien. Ça changera pas ça sera pas un tournant dans la guerre. Le régime de Bachar el-Assad ne tient pas grâce à des attaques chimiques. Il repose sur des services de renseignement qui arrêtent, qui font régner un régime de terreur sur la population. Et en fait, on sait très très peu de choses de ce qui se passe, quoi. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a aujourd'hui, dans le centre de détention Les Jaouillés, ce qu'on appelle les services de renseignement aérien, 2 franco-syriens. Un homme de 58 ans, un jeune homme de 24 ans. Ils sont franco-syriens. Lui a travaillé 25 ans au lycée français de Damas, donc auprès des jeunes. Son fils était étudiant en psychologie en 2e année. Ils ont été arrêtés. C'est une arrestation totalement arbitraire. Depuis 4 ans et demi, on ne sait rien. Depuis 4 ans et demi, son frère, qui habite en France, remue ciel et terre pour savoir ce que sont devenus son frère et son neveu. Il n'a jamais été reçu par une autorité politique française, enfin par Emmanuel Macron ou par François Hollande. Tout le monde est au courant. Le ministère des Affaires étrangères est au courant de la disparition de ces 2 personnes. Personne ne les a jamais reçus. Personne n'a jamais reçu Obaïda Dabag, ne serait-ce que, je ne sais pas, par respect, par politesse, pour lui dire, ben voilà, on essaye de savoir où sont votre frère et votre neveu, on n'a pas d'informations ou je ne sais quoi. Mais juste de les recevoir, ce sont des Français. Syriens, peut-être un peu trop syriens pour être français, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème. Lors de l'entretien, Emmanuel Macron a dit que la France, à l'occasion de cette intervention, avait réacquis de la crédibilité à l'égard des Russes. Est-ce que vous tirez les mêmes conclusions que lui sur cette intervention? La crédibilité, je ne sais pas. En tout cas, il a montré ses muscles. Il a dit que la France était là et qu'on ne pourrait pas, comme en 2013, renoncer au dernier moment aux frappes. Après, on va voir effectivement, dans les semaines qui arrivent ou dans les mois qui arrivent, si la France a retrouvé une certaine crédibilité auprès des Russes. Mais il est évident que c'est avec les Russes aussi qu'il faut négocier, puisque ce sont eux, avec les Iraniens, qui tiennent le pays. Bachar el-Assad, sans la Russie, sans les Iraniens et sans le Hezbollah libanais, ne peut absolument pas tenir le pays. Alors ces frappes britanniques, américaines et françaises qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi sur la Syrie, on le voit avec vous, Garance Lequen, laisse complètement ouvert ce qui va se passer en Syrie, mais elle pose aussi des questions sur la manière dont ça se passe en France, notamment dans le rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Je vous propose qu'on regarde un nouvel extrait de l'entretien d'Emmanuel Macron. Je ne parlerai pas d'un pouvoir solitaire. Je parlerai d'une responsabilité, celle du chef des armées, qui est définie par notre Constitution. Pas moi qui l'ai décidé, c'est notre Constitution. Et cette Constitution, elle a été votée par le peuple français. Ça peut vous déplaire, mais c'est le cas. Et donc, cette Constitution, elle prévoit qu'il y a un chef des armées, il ne décide pas seul. Il a un chef d'état-major particulier, ma question porte ministre sur le contrôle des armées. Vous avez compris. Oui, mais de par l'élection présidentielle, dans le mandat qui est donné démocratiquement par le peuple au président de la République, il y a ce mandat de chef des armées. Oui, nous savons ça. Mais nous connaissons la Constitution. Mais la question, c'est la question du contrôle. Il y a eu des aventures. Mais la question que vous posez, c'est celle de notre Constitution. Non, c'est celle du pouvoir du Parlement. Mais le pouvoir du Parlement, cher Edoui Plenel, il est défini par notre Constitution. Et donc notre Constitution prévoit à l'article 35 alinéa 2 cette information. Nous avons souhaité aller au-delà et un débat sera organisé lundi à 17h. Mais on ne va pas changer de Constitution parce qu'elle ne vous plaît pas. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez proposer de la changer et vous présenter devant le peuple pour la changer. C'est ça la souveraineté du peuple. Ça n'est pas dire, moi elle ne me plaît pas ou elle me paraît archaïque. Il y en avait d'autres pour changer la Constitution dans la campagne présidentielle. Ils ne l'ont pas gagnée. J'ai été très clair, moi je propose de la réformer. C'est d'ailleurs le sens du texte qui a été soumis par le gouvernement à nos assemblées. Mais sur ce point, c'est la Constitution française, votée par référendum par le peuple français, qui décide que le chef des armées, c'est le chef d'État, le président de la République. Et au moment où il vote... Mais si c'était votre question, c'était votre question. Et donc on peut décider qu'on change les règles de la Constitution parce qu'elles ne nous plaisent pas, c'est tout à fait légitime. Mais ça doit s'inscrire dans un débat démocratique. Et ce qui est archaïque ou non démocratique, c'est de prétendre changer la Constitution hors des voies qui conviennent. Vanessa Konachoni, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit qu'il s'en tient à la Constitution ?
Alors, en fait, ce qu'on voit très bien, c'est qu'Emmanuel Macron, il s'abrite derrière cette constitution de la Ve République, gaulliste, parce qu'il aime cette constitution de la République, elle lui va bien. Et je pense qu'il s'y déploie, en fait. C'est-à-dire, la Ve République, c'est un déséquilibre au profit de l'exécutif, un chef d'État, un chef des armées omniscient, tout-puissant. Et effectivement, on voit très bien qu'il use de ça. Et que le Parlement, finalement, est réduit à une peau de chagrin sous la présidence Macron. Alors, on l'a vu avec les ordonnances, on le voit là, il dit non, c'est la Constitution, le Parlement n'a rien à dire dans les frappes en Syrie. Et c'est ce qu'on va voir aussi, je pense, avec la prochaine réforme constitutionnelle, où les nombreux points vont amoindrir le rôle du Parlement, avec notamment la possibilité de réduire les amendements, réduire les navettes parlementaires, etc. Mais vous avez travaillé notamment sur les justices d'exception, sur l'État face au terrorisme. La posture qu'adopte Emmanuel Macron, c'est de dire, voilà, on peut débattre, d'ailleurs le Parlement va débattre, mais il y a un moment, il faut notamment dans cette situation de crise, de terrorisme, de guerre, qu'il y ait quelqu'un qui décide. Oui, alors justement, ce qu'on voit très bien, c'est que vous savez, il y a cette image, moi qui m'a beaucoup marqué, mais qui a marqué beaucoup de Français, c'est les blindés qui arrivent à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes. Emmanuel Macron, c'est un blindé. C'est-à-dire, il fonce, il multiplie les réformes et il n'écoute personne. Il n'écoute pas le Parlement, il n'écoute pas les corps intermédiaires, il n'écoute pas les syndicats. Il n'a consulté quasiment aucun acteur sur le terrain sur de nombreuses réformes, l'enseignement supérieur, mais aussi la justice, dont il n'a pas du tout parlé et qui est une réforme très importante parce qu'elle va déshumaniser la justice, éloigner les justiciables de la justice, et donc il n'écoute personne. Et quand ça ne lui convient pas et qu'un minimum de résistance et de visibilisation de la protestation, c'est la répression. La répression à la ZAD, les CRS et la police dans les universités, c'est la répression augmentée pour les migrants, c'est l'état d'urgence d'un droit commun. Et par rapport à la question antiterroriste précisément, c'est l'exécutif aujourd'hui qui dicte l'antiterrorisme. Le Parlement, à la fois, est une chambre d'enregistrement, il n'y a quasiment aucun débat, mais aussi, ça c'est la faute, on pourrait dire, aux parlementaires de la droite et de la gauche gouvernementale, socialiste en particulier, qui en fait votent tout. Et les propositions antiterroristes viennent de la droite ou de la gauche de manière... Bien précisé, ils n'étaient pas godillots, l'aime pas non, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qu'on voit très bien, c'est qu'Emmanuel Macron, par exemple, sur l'antiterrorisme ou sur l'état d'urgence, il fait que la continuité de ce qui a déjà été entrepris sous les présidences d'avant. Et quand il dit tout à l'heure, l'état de droit, on ne peut pas interner, enfermer des gens qui sont que dans des fichiers de renseignement, il faut respecter l'état de droit. L'antiterrorisme aujourd'hui, c'est le contraire de l'état de droit. Et l'état de droit a été complètement rogné par notre antiterrorisme. Et la loi de sécurité intérieure de octobre 2017, elle a encore renforcé cette espèce de monstre juridique sur lequel on a très peu de prise et qui grossit. Et on se demande jusqu'à quand et qu'est-ce que ça va produire à terme et beaucoup plus tard. Donc on peut être que très inquiet par cet aspect très répressif de la présidence Macron. Sur cette pratique du pouvoir, d'hypercentralisation, ça va quand même à l'encontre de ce qu'il avait dit pendant sa campagne, où il s'est vertué à affirmer que la société civile aurait un rôle nouveau, où il entendait moderniser complètement la fonction présidentielle et le rôle qu'il aurait justement avec le Parlement. Comment vous expliquez ce revirement ? Est-ce que c'est finalement cette fonction qui invite à adopter ce type d'attitude ? Il y a deux hypothèses. Soit il a caché son jeu, c'est-à-dire c'est un homme de pouvoir et il avait en tête une image de la présidence forte. Mais je pense que déjà très tôt, il a annoncé qu'il ne serait pas un président hollandais et qu'il fallait restaurer l'autorité de l'État et l'autorité du chef de l'État. On le voit très bien, par exemple, dès le limogeage du chef des états-majors de l'armée, on voit que là, il s'affirme en chef suprême. Et donc, je pense qu'il y avait déjà ça chez lui, c'est-à-dire la nécessité de restaurer la fonction présidentielle et donc, en fait, d'être un peu tout-puissant. Et le journaliste qui lui a posé la question sur l'aspect monarchique du pouvoir, on n'en est pas là, mais presque. Donc, il y a cette possibilité-là, il l'avait déjà avant. Et puis, effectivement, je pense qu'après, une fois au pouvoir, il y en a qui perdent la tête, oui. Une dernière question, Vanessa Codaccioni, je le disais en introduction, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris 8, qui est en pointe sur les mobilisations. Il a parlé aussi justement de ces mobilisations étudiantes. Par rapport, vous, à ce que vous avez pu voir à Paris 8, ça correspond ? Alors, ça correspond à rien de ce qu'il y a dans les universités, et pas seulement à Paris 8, à Tolbach, à Nantes, à Lille, partout. Il a dit un ensemble de contre-vérités, c'est-à-dire tout était quasiment faux de ce qu'il a dit.
Il aime la vérité, je pense que donc il faut la restaurer. Je les ai notés, tout ce qu'il a dit. En fait, ce qu'il a fait, c'est une entreprise de délégitimation du mouvement social et du mouvement étudiant. Il a dit, premièrement, qu'il n'y avait que des violences. C'est-à-dire, il a réduit le mouvement étudiant à des violences. Il y a peut-être des violences, mais enfin, c'est très sporadique, très minoritaire. Il a dit que ce n'étaient pas les étudiantes et les étudiants qui étaient mobilisés, que c'était des gens de l'extérieur. Mais qui peut croire ça? Les occupations des universités aujourd'hui, elles sont pratiquées par les étudiantes et les étudiants des universités. Ce sont nos étudiants qui sont en train de se mobiliser contre cette loi d'orientation et de réussite des étudiants. Il a dit aussi que les enseignants... Il n'a pas rebondi quand on lui a dit que les enseignantes soutenaient le mouvement. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignantes et d'enseignants soutiennent leurs étudiants. On voit des tribunes, on voit des pétitions, on voit des étudiants qui font des cours alternatifs, qui sont là à Tolbiac pour protéger leurs étudiants des CRS. Donc ça, si ce n'est pas un soutien des universitaires et en général du personnel enseignant à leurs étudiants, et je dis bien leurs étudiants, alors qu'est-ce que c'est? Et en plus, évidemment, il a menti sur le fond, c'est-à-dire il a quand même réussi à dire que cette réforme de l'université était, qu'est-ce qu'il a dit? Une réforme de justice. C'est l'inverse. C'est-à-dire, il a dit, on ne va plus sélectionner par le hasard. Le sélection par le hasard, c'est le tirage au sort, ça a concerné moins de 1% des étudiants. Donc ça n'a quasiment pas eu d'existence concrète. La sélection aujourd'hui, elle va s'opérer sur les notes, sur les dossiers, sur les établissements. Elle va défavoriser les plus précarisés, ceux qui ont le moins de ressources, qui n'ont pas les capitaux, ceux qui ne viennent pas de bonnes familles, dont les parents n'ont pas fait d'études supérieures. Donc ça va vraiment précariser et fragiliser les étudiants des classes populaires, des petites classes moyennes, ceux qui veulent se réorienter, etc. Donc c'est vraiment une loi qui est à l'inverse d'une loi de justice. On ne peut pas dire pour le moment qu'Emmanuel Macron est parfaitement convaincu, en tout cas nos invités du débriefing. Merci infiniment à toutes les deux. On aborde le dernier temps de cette soirée exceptionnelle autour des bilans de 1 an de Macron à l'Élysée. Et nous allons accueillir pour cela Nassira El Moadem, qui est journaliste, directrice du Bondi Blog, et Claire Rodier, juriste, présidente du GISTI. Et c'est pas comme si l'entretien avait été complètement centré sur les questions des quartiers populaires, mais on a quand même trouvé un extrait qui concerne cette question. Mais nous devons aussi rétablir l'école, les services publics, l'égalité républicaine dans ces quartiers. Et donc, juste pour finir sur ce point, c'est aussi pour cela que l'une des priorités que nous avons conduites dès le début de ce quinquennat, c'est de réduire le nombre d'élèves par classe dans les zones d'éducation prioritaire. Parce que c'est dans ces zones de l'école qu'on a des enfants qui ne savent pas bien lire, écrire, compter. C'est là que l'école a démissionné, qu'on se retrouve avec des enfants qui parfois pour moitié dans des classes d'âge sont en échec scolaire dès le CM2. Et donc c'est rétablir l'école, le collège, le lycée. Nassira, alors moi je voulais vous poser une question qui n'est pas directement inscrite dans cet extrait, qui a à voir avec ce moment où ils étaient censés parler de laïcité. Tous, et où Emmanuel Macron s'est retrouvé à parler pendant 10 minutes du voile. Alors, c'est plutôt parti de manière intéressante, puisqu'il a dit non, les mamans, quand même, oui, quand elles sont hors de l'école, sans doute qu'elles peuvent porter le voile. Et ensuite, il y a eu cette espèce de dérapage, puisqu'il s'est posé la question de savoir s'il était heureux de savoir si des femmes portaient le voile. Il a fini par dire que ce voile nous insécurise. Comment vous avez réagi, vous, à cette intervention, ce glissement progressif? D'abord sur la question de l'opportunité, du droit, de la possibilité qui est donnée à des mères d'élèves de porter le voile lorsqu'elles accompagnent des élèves, notamment leurs propres enfants, lors de sorties scolaires. C'est la question qui lui était posée, elle est extrêmement précise. La réponse du président de la République est assez floue. On sent qu'il est un peu gêné aux entournures et qu'il dit oui, elles le peuvent, mais en même temps, si elles sont collaboratrices occasionnelles de services publics, c'est compliqué. Honnêtement, moi, je n'ai pas compris sa position. Et je pense aussi que c'est difficile pour lui de désavouer publiquement son ministre de l'Éducation nationale qui s'est clairement positionné contre le port du foulard de ces mères d'élèves en sortie scolaire. Surtout que il y a quand même un conseil des sages de la laïcité qui a été mis en place très récemment au sein de l'Éducation nationale par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Et du coup, on sent bien effectivement que le président de la République a du mal à se positionner là-dessus. Sur la question du voile et sur sa position, honnêtement, je ne sais pas où est-ce qu'il voulait en venir. En tout cas, sur la question
de l'islam, de l'islamisme, voire du terrorisme, moi j'étais très gênée de ces amalgames qui ont quand même été faits et qui du coup brouillent le message. On ne sait pas vraiment ce que voulait dire le président de la République sur ces questions et du coup on ne connaît pas sa position non plus sur ces questions-là. Sur l'école, on a l'impression que finalement, pour mettre en place, pour lutter contre les discriminations dans les quartiers, ils misent sur les CP à 12, et qui paraît être une mesure pas inintéressante, en tout cas d'après ce que pas mal de profs disent, oui. Mais que en fait ça va s'arrêter là. Quelle est votre sensation? C'est exactement ça, Karine. En fait, souvent, quand il est interrogé sur la question de l'égalité républicaine à l'école, de la possibilité qui est donnée aux enfants, aux élèves, collégiens, lycéens dans les quartiers populaires de réussir, la formule magique, c'est effectivement cette mesure qui est plutôt bien saluée par les professionnels de l'éducation nationale dans le primaire, puisque là il s'agit du primaire pour le dédoublement des classes. Mais on ne peut pas résumer la question des solutions apportées au système qui est extrêmement englué et où il y a véritablement des vrais problèmes d'inégalité à juste cette mesure-là. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis par exemple, ou dans d'autres départements de l'Île-de-France, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, il y a un certain nombre de personnels et enseignants, administratifs aussi, qui manifestent, qui se met en grève. Régulièrement, nous faisons cela et nous reportons tout cela sur le Bondi Blog. Pas plus tard qu'il y a même pas 3-4 jours, le collège Romain Roland, qui est situé à Clichy-sous-Bois, une grève des enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils demandent pour 670 élèves un 3e CPE qui leur est refusé par le rectorat. Aujourd'hui, dans ce collège-là, il n'y a que 2 conseillers principaux d'éducation pour gérer 670 élèves. Et puis, je peux vous en donner tout un tas de listes comme ça de collèges, de lycées, où il y a des grèves régulièrement pour tout simplement avoir des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, par exemple, dans ces collèges, dans ces lycées, il y a un certain nombre de personnels qui, parce que en maladie, etc., ne sont pas remplacés. Et on va avoir, comme dans les années précédentes, comme il y a 10 ans, 15 ans, et on a des histoires comme ça à volo, des étudiants, des lycéens, qui vont passer le bac sans prof d'anglais, sans prof de philo, etc., parce que on ne leur donne pas les moyens pour remplacer ces enseignants. Donc, que Emmanuel Macron, à chaque fois, nous propose, enfin, nous présente cette mesure, qui est une bonne mesure, en tout cas, selon les enseignants, c'est une chose, mais ce n'est pas la réalité, et surtout, on ne peut pas effectivement résumer la question des solutions ou de l'amélioration du système inégalitaire de l'éducation nationale dans les quartiers populaires uniquement à cette mesure. Je disais en introduction que la question des quartiers populaires n'avait pas été centrale, c'est le moins qu'on puisse dire dans cet entretien de 2h30. Pourtant, il y a un grand plan organisé par Jean-Louis Borloo qui est censé se préparer. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à l'entretien d'Emmanuel Macron de ce point de vue-là? Moi, ce qui est, je trouve, dérangeant, en tout cas, lorsque Emmanuel Macron parle des quartiers populaires, c'est qu'il le fait lorsqu'il parle de l'islamisme et de la radicalisation. Je trouve ça dérangeant parce que l'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas de radicalisation, de problèmes liés à l'islamisme radical dans les quartiers populaires. Je veux dire, on le sait, certaines communes, on le sait, il y a eu des départs réguliers vers la Syrie pour du djihadisme, ça, tout le monde le sait. En revanche, que ce soit systématiquement lié aux quartiers populaires, là, ça me pose un problème parce que, en fait, ce serait considéré qu'il n'y a pas d'autres situations qui posent problème et qui, du coup, sont complètement effacées par rapport à ces thématiques qui sont considérées comme un défi de la nation par le président de la République. Et puis, si on va plus loin dans la logique du président, il nous dit la question de la lutte contre la radicalisation, c'est un défi de la nation pour les prochaines années. Très bien, mais que fait-il? C'est-à-dire, le Conseil présidentiel des villes, par exemple, qu'il a mis en place, nous, régulièrement, nous interrogeons les membres qui ont siégé pour la première réunion. Ils nous disent on n'a aucune nouvelle, ça n'avance pas, on ne sait pas où est-ce qu'on va. On navigue à vue. Jean-Louis Borloo, ça fait quand même un certain nombre de semaines maintenant que ce fameux rapport est attendu, le rapport politique de la ville, puisqu'il a été missionné par le président de la République pour tout simplement dessiner les prochaines années sur cette question-là. On attend toujours. La question du budget aussi politique de la ville. Aujourd'hui, on a un budget politique de la ville qui est de 430 millions d'euros. 430 millions d'euros pour 5,5 millions d'habitants. Vous faites la division, c'est 70 € par habitant par an.
Je veux dire, si on considère qu'il y a urgence, si on considère qu'il faut effectivement mettre le paquet parce que, selon lui, évidemment, je réfute cette grille de lecture, mais imaginons qu'on aille dans ce sens-là. S'il considère que c'est un défi de lutter contre la radicalisation dans les quartiers populaires, alors qu'ils mettent les moyens. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Et puis, il y a cette question aussi des contrats aidés. On est passé de 460 000 contrats aidés en 2016 à 320 000 en 2017. Aujourd'hui, l'objectif de 2018, qui ne sera pas atteint selon les spécialistes, est de 200 000. Et en plus de ça, les contrats aidés sont complètement dénaturés de leur sens, puisqu'aujourd'hui, ce seront des parcours de compétences, comme on les appelle, où en fait, les associations qui ont besoin véritablement de ces contrats aidés pour pouvoir vivre, le tissu social dans les quartiers se fait essentiellement grâce aux élus locaux, mais aussi surtout grâce aux associations qui font un travail de terrain qui est nécessaire à la survie même de ces quartiers. Aujourd'hui, il y a donc une division par deux entre ce qu'on avait en 2016 pour les contrats aidés et les fameux parcours de compétences qui arrivent. Sauf que les parcours de compétences, c'est quoi? Très rapidement, on demande en fait aux associations et aux structures qui vont en avoir, qui vont les utiliser, de pouvoir faire de l'insertion et de la formation. Mais une association qui a 2 salariés, comment elle fait ça? Comment elle fait ce parcours d'insertion et de formation, alors même que la question de l'emploi est dite comme une priorité de la nation? Donc il y a des contradictions. Et effectivement, il y a un manque criant de moyens sur cette question des associations, mais c'est le cas aussi dans beaucoup de services publics dans les quartiers populaires. Merci beaucoup Nassira El Moadem. Je profite du fait qu'on a vu à l'image votre petit badge bébé pour Bondiblog pour dire que vous êtes le Bondiblog a besoin, média singulier s'il en est aujourd'hui, a besoin du soutien et de la levée de fonds pour continuer à exister. Et je vous propose qu'on regarde un dernier extrait de cet entretien entre Emmanuel Macron, Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Il était consacré à la veille de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi Asile et Immigration aux réfugiés. Nous sommes face à un phénomène migratoire inédit. Inédit. Nous avons eu l'année dernière historique et qui va durer. D'autant plus. D'autant plus, mais donc je vous le dis simplement. La submersion migratoire, a dit Il a Gérard utilisé Collomb. ce terme parce qu'il parlait Malheureux. Pourquoi? Non. Mais écoutez, je constate que dans notre République, nous avons depuis plusieurs années, d'abord une politique qui consiste à gérer les phénomènes migratoires de toujours la même façon. On concentre ceux qui arrivent dans les mêmes endroits. Et on recrée des inégalités au carré. Donc déjà, il faut que nous nous organisions différemment. Mais je veux revenir aux faits générateurs et à vos questions. Et aux 3 points. Et vous m'y reprendrez à chaque fois. Donc je répondrai aux 3, je vous promets. J'espère. Toujours. On n'est pas d'accord, mais je réponds toujours à vos questions. Il y a beaucoup de gens qui vous attendent là-dessus. C'est tous les gens qui s'occupent des plus démunis qui sont là. Et le donc, Secours catholique, la CIMAD, vous le savez. Mais c'est aussi tous nos concitoyens, vous savez, qui sont attachés à la cohésion de la nation. Et nous en sommes dépositaires. Il n'y a pas que les associations. Et donc nous avons un phénomène migratoire qui est là et qui va durer. Il va durer parce qu'il y a des conflits géopolitiques, parce qu'il y a des situations climatiques, parce qu'il y a de la grande pauvreté qui s'est installée en Afrique, et une démographie africaine qui est là, et qui est une véritable bombe, il faut bien le dire. Votre collègue Stéphane Smith l'a formidablement décrit dans un livre récent. Et il se tourne vers l'Europe, majoritairement, parce que nous ne sommes pas une île, parce que l'Europe est là et a ce destin lié avec l'Afrique. Alors, en quelques mots, on a parlé de submersion, de bombes. Claire Rodier, est-ce que la France est-elle vraiment face à un phénomène migratoire inédit, comme le dit avec beaucoup d'arrondis le président, ou, comme le dit Collomb avec ses mots à lui, sommes-nous, la France est-elle face à une submersion migratoire? Alors on constate déjà que si Emmanuel Macron n'a pas trop envie de désavouer en public son ministre de l'Éducation nationale, ça ne le gêne pas d'approuver son ministre de l'Intérieur qui dit des bêtises monumentales, puisqu'effectivement, non seulement la France n'est pas menacée de submersion, elle n'est pas du tout submergée, et l'Europe non plus. Deuxième erreur de Macron dans cet extrait, il se tourne vers l'Europe. Non, en fait, non. Les gens qui sont obligés de quitter leur pays, pour leur grande majorité, ne se tournent pas vers l'Europe. 86% des réfugiés, des déplacés se trouvent dans des pays en développement, des pays pauvres pour
pour le dire vite, et l'Europe n'accueille qu'une très très faible partie de toutes des millions de personnes, des 64 millions de personnes, selon le HCR, le commissariat aux réfugiés, qui ont besoin de partir de chez eux. Moi, j'ai trouvé que sur l'immigration, Macron disait le contraire de tout ce qu'il nous explique par ailleurs. Par exemple, il nous dit, on l'a entendu, là, il n'y a pas que les associations. Bien sûr, il y a juste 450 associations qui, depuis à peu près 6 mois, lui disent ne proposent pas une réforme de l'immigration telle qu'elle est partie et qui disent aujourd'hui aux députés n'adoptez pas ce texte qui va encore plus précariser la situation des étrangers en France. Mais quand il parle des agitateurs professionnels qui gênent les étudiants, il dit regardez ce que disent les associations d'étudiants. Donc d'un côté, il faut écouter les associations, de l'autre pas. Il nous explique qu'il a tout compris de la Syrie et depuis longtemps et que c'est pour ça qu'il intervient aujourd'hui dans le contexte qu'on sait. Pourtant, il y a 11 millions de Syriens qui ont quitté leur pays depuis 2011. 7 millions sont déplacés internes. Plus de 4 millions sont aujourd'hui à l'extérieur de leur pays. 1,5 million au Liban. Plus de 2 millions en Turquie. Quelques dizaines de milliers en Europe. Et quand il s'agit d'accueillir des migrants, y compris des Syriens, on préfère les laisser se noyer en Méditerranée et surtout pas les aider à se sauver de leur naufrage, à les empêcher de franchir les frontières de la France, et s'ils y parviennent, éventuellement à les renvoyer en Italie en application d'un règlement européen qui n'a aucun sens. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir aussi de cette perspective que nous offre Emmanuel Macron quand il nous parle des modifications et des menaces qui arrivent sur l'Europe. C'est que troisième contradiction, il nous invite dans le domaine économique à prendre conscience de tout ce qui change. Et il nous dit la France doit s'adapter. On doit prendre la mesure des modifications qui justifient sa politique dans le domaine économique. En revanche, alors qu'il nous explique qu'il y a de plus en plus de réfugiés climatiques, c'est vrai, ce sera bientôt des millions de personnes, que la grande pauvreté, la démographie, même s'il fantasme sur la démographie, est menaçante pourrait représenter une menace pour l'Europe. En fait, c'est prendre les choses complètement à l'inverse. C'est justement pas avec une loi qui reproduit, un projet de loi qui reproduit exactement tout ce qui a été fait depuis 30-40 ans en France et qui n'a absolument jamais rien arrangé. Donc on va aujourd'hui durcir les conditions d'accès au droit d'asile pour pouvoir renvoyer plus de gens, durcir les conditions de détention, d'éloignement, enfermer des enfants. Là aussi, il a menti, il a dit on ne mettra plus d'enfants isolés en rétention. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas plus dans ce projet de loi. Donc voilà un discours schizophrène, il m'a semblé, pour ce qui concerne l'immigration, qui est toujours un domaine un petit peu maltraité, et un très grand mépris de tout ce qui joue à tous les niveaux dans les régions, dans le Pas-de-Calais et dans le sud-est de la France, on l'a dit, mais dans beaucoup plus d'endroits où partout la population dit qu'elle est mais plutôt manifeste, fait, agit pour montrer à quel point cette politique la dégoûte. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut en parler. Il nous a parlé du délit de solidarité en disant attention, il ne faut pas alimenter, il ne faut pas derrière les bons sentiments encourager le crime. Mais aujourd'hui, ce sont des crimes qui sont commis dans le Briançonnais quand on laisse mourir des gens qui essayent de franchir la frontière par moins 10 degrés que heureusement des habitants vont sauver. Ce sont des crimes qui sont commis quand des jeunes gens essayent de passer dans des camions pour aller jusqu'en Angleterre et qu'ils sont écrasés par les roues d'un camion. Ce sont des crimes qui sont commis à la frontière italienne pour quelqu'un qui est très attaché au respect des droits, de l'état de droit, comme il nous l'a dit aussi. C'est très étrange de voir à quel point il fait fi effectivement ça a
été rappelé par Edouard Plenel en particulier, de tous les avis qui ont été donnés non seulement par les ONG pour lesquelles Macron a le plus grand mépris, mais par toutes les instances, les autorités indépendantes, nationales et également internationales. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette surdité à l'égard de la société civile là, qui est effectivement exemplaire, parce que c'est non seulement les associations, mais aussi Toubon, mais aussi la CNCDH, qui sont des instances, l'UNICEF, toutes ces instances qui représentent à leur manière la société civile. Comment vous expliquez quand même cette espèce de revirement d'un Macron qui, en début de campagne, assure qu'il ouvrira ses portes, les portes de la France, alors il ne dit peut-être pas exactement comme ça, mais aux réfugiés de la même manière que Angela Merkel l'a fait, et pour aboutir au discours qu'on a entendu ce soir, où il joue avec les peurs, où il fait, où il agit, où il appuie directement sur ce bouton-là, ce qu'il ne faisait pas jusque assez tardivement. Alors bon, c'est vrai qu'il a parlé des réfugiés, qu'il a évoqué Merkel, mais en même temps, comme il aime bien dire, c'est à peu près tout ce qu'il a dit. En termes de vraiment le programme de Macron sur le plan d'immigration, on ne peut pas dire qu'il l'a trahi, il n'avait rien dit. Ses propos à propos de l'accueil des réfugiés, ça s'inscrit tout à fait dans la logique dans laquelle est présenté et vendu ce projet de loi. C'est un tri, une espèce de sélection entre les bons réfugiés qui seraient exceptionnellement accueillis sur le territoire, mais surtout tous les mauvais immigrés dont on n'a pas besoin, ou éventuellement les mauvais immigrés qui seraient si bien s'ils restaient chez eux au prix de négociations qui là aussi sont des négociations criminelles avec des pays dont aujourd'hui les gouvernements se rendent responsables d'exactions, de comportements autoritaires. Les deux pays avec lesquels la France a entamé des négociations pour aller chercher des réfugiés à condition que leur gouvernement les garde chez eux, c'est le Tchad et le Niger. On voit aujourd'hui quels sont les régimes du Tchad et du Niger, les dérives autoritaires qu'on connaît. Donc voilà, c'est ça l'explication, c'est que on peut parler des réfugiés, on peut parler des grands principes, on va s'appuyer sur la Convention de Genève, qui est un texte fondamental qui date des années 50, mais on est complètement déconnecté avec la réalité. La distinction entre ces mauvais migrants et ces bons réfugiés est complètement obsolète. Aujourd'hui, on sait bien, et tout le monde le dit, tous les analystes, y compris le HCR, décrivent les causes mêlées qui font que de plus en plus de gens sont sur les routes de la migration et ont besoin des terres d'accueil. Et la France, 5e puissance mondiale, a tout à fait les moyens d'accueillir ces réfugiés. Merci beaucoup Claire Rodier. Il est minuit 25, autant dire qu'il est temps de conclure cette soirée exceptionnelle Mediapart Live.